Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat. L'actualité au plan international, c'est bien sûr la crise en Ukraine. Dans un contexte de mondialisation aussi accrue ces dernières années, tous les pays ressentent chacun à son niveau les répercussions de cette crise. Comment les économies africaines vivent concrètement cette crise? Comment leurs économies sont-elles touchées par la crise en Ukraine? Nous en parlons aujourd'hui avec nos invités. Ils tenteront de dresser un peu le tableau de ces impacts et des mesures possibles à prendre pour les pays africains. Docteur Kwame Oussou, vous êtes enseignant-chercheur, merci d'être avec nous. Oui, merci beaucoup, je vous remercie. C'est l'opportunité que vous m'offrez d'intervenir ici. Je suis vraiment ravi de ça. Autre invité avec nous ici en studio, docteur Samuel Maté, économiste. Merci d'être avec nous, docteur. Ouais, merci Stéphane, merci à tous les auditeurs fidèles de Midi TV. Alors, vous scrutez un peu l'actualité économique ces derniers temps et on voit un peu ces montées de tension. Beaucoup de choses sont dites sur la crise en Ukraine, mais surtout, comment cette crise se ressent en Afrique. Alors, l'Afrique est à des milliers de kilomètres de l'Ukraine. Comment cette crise entre l'Ukraine et la Russie peut-elle agir sur nos économies locales concrètement, docteur? Écoutez Stéphane, il faudrait comprendre qu'on est dans un monde globalisé aujourd'hui et qu'effectivement, si vous regardez l'Internet, vous regardez ce qui se passe, ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus véritablement de frontières, puisque les bourses, les sociétés, des choses qui se traitent à distance aujourd'hui, créent un monde virtuel qui impacte toutes choses. À cela, il faut noter que les communications et les moyens de transport se sont développés énormément depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, par exemple, les pays sont allés dans le cadre de la pensée d'Adam Smith sur la spécialisation, le grand économiste. Et donc, on se retrouve avec des pays qui sont arrivés à se spécialiser dans des domaines précis, sur des produits précis, et qui sont devenus un peu comme le réservoir du monde. Vous savez que, par exemple, que l'Ukraine est pratiquement parmi les 5 premiers exportateurs de blé au monde et que l'Ukraine envers l'Afrique en 2020, il y a eu près de 4 milliards de dollars d'exportation de l'Ukraine vers l'Afrique par exemple, et sans compter la Russie. Donc vous comprenez bien que quand des pays comme ça sont touchés, évidemment ça touche nos économies. Et on se rappelle encore en Égypte, quand le prix du pain a augmenté d'1 centime, ce que ça a entraîné comme révolte. Donc nous nous attendons à des événements sociaux. C'est vrai que c'est encore un peu long pour le moment, mais on craint beaucoup que ça n'entraîne du fait de l'inflation qui sera engendrée directement et indirectement, qu'on ait des remous sociaux tôt ou tard. Alors, vous parlez d'inflation. Est-ce à dire que les pays africains, parce que pour parler d'inflation, il faut parler de manque quelque part, c'est parce qu'il y aura une surenchère sur certaines choses. Est-ce que les pays africains ne sont pas aptes? Vous parlez du blé, les pays africains ne peuvent pas produire du blé pour compenser? Merci beaucoup. Je pense que je voudrais légèrement rebondir sur ce que le docteur vient de dire. Je pense qu'il a dit que l'Ukraine fait partie des 5 premiers producteurs de blé. La Russie, effectivement, est le premier producteur de blé aussi, et que le monde s'est tellement globalisé que certains pays se sont spécialisés dans certains produits qu'aujourd'hui, tout le monde est obligé de dépendre de la Russie, par exemple, pour le blé. Aujourd'hui, on dit comme ça que même en France, les remous, je veux dire que l'impact de cette crise-là commence déjà à se faire ressentir, encore que c'est à certains niveaux, mais à la longue, comme il dit, ou bien à moyen terme, ça va vraiment être difficile. Et pour ce qui est des pays africains, je pense que pour l'instant, même bien avant la crise, on a commencé à voir qu'il y a eu une certaine flambée des prix ici en Côte d'Ivoire. Il y a même eu certaines associations de consommateurs qui ont commencé à se plaindre et tout. Mais je pense qu'à la longue, si aucune mesure n'est prise, ça va être un peu plus difficile. Et peut-être que ce qu'on craint, c'est que tout à l'heure, il a parlé de remous sociaux. On sait qu'en Afrique, généralement, les gens ne rebondissent pas sur ce genre d'événements tout de suite, mais ça pourrait quand même créer des situations de pauvreté en Côte d'Ivoire, particulièrement lorsqu'il y a un certain nombre de produits de base dont la flambée des prix a quand même fait bondir tout le monde. Bon, donc c'est un peu ce que je veux dire. Alors, une autre question me revient. On a vu un peu la déclaration du président français au sortir du sommet de Versailles, qui s'est dit inquiet face à une possible crise alimentaire en Afrique.
Pourquoi cette crise alimentaire? Est-ce parce que les pays européens sont impactés par cette crise et que les financements, les aides au développement à l'endroit de l'Afrique vont être réduits pour permettre aux pays européens eux-mêmes de subvenir à leurs besoins? Qu'est-ce qui peut inquiéter autant le président? Non, mais je pense que le président français, il essaie de prévenir. Mais est-ce qu'on écoute? Parce que le problème qui se pose ici, c'est que les changements, si je rebondis sur ce que le docteur Kwame vient de dire, c'est-à-dire que au-delà des remous sociaux qu'on a mentionnés, il faut des changements structurels. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que ce n'est pas des changements ou des décisions cosmétiques de dernière minute qu'on prend pour aller surveiller les prix au marché, etc. Ça ne va pas marcher. Parce que c'est quelque chose dont on a parlé depuis des décennies et que les leaders africains n'ont pas suivi. On a parlé récemment, je pense qu'au niveau des boulangers en Côte d'Ivoire, ils ont fait la promotion de la farine de manioc, etc., pour inclure dans le pain. Il y a eu des recherches qui ont été faites, mais l'adoption au niveau global, au niveau national, n'a pas suivi. Parce que si on était arrivé, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau du pain, à avoir l'indépendance par rapport au blé, à utiliser la farine de manioc, la farine, les gens même ont fait la farine de plantain. Ou même d'igname aussi. Et d'igname. Donc si on était arrivé à cette indépendance, on n'aurait pas souffert, est-ce que vous voyez? Et donc, le président français, plus que quiconque, puisque la France est un des pays les plus influents en Afrique, c'est la réalité. Il sait que nous sommes encore dans une position où l'Afrique, malheureusement, dépend de l'extérieur par rapport à l'importation des biens de consommation alimentaire. Et c'est là où on revient, par exemple, on regrette, par exemple, feu Kadhafi, qui avait mis en place son projet de la révolution verte et qui s'est arrêté en chemin. Donc, véritablement, ce qu'il dit est important. Mais là où peut-être que je ne suis pas tellement d'accord avec le docteur Kwame, si j'ai bien compris, c'est que pour moi, c'est quelque chose qui risque d'arriver finalement très rapidement, la flambée des prix. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que ce qui va se passer également au niveau des pays européens, c'est que ces pays qui donnent la majorité de l'aide aux pays africains, en temps de guerre, seront obligés de tourner leurs ressources vers leur propre population, parce que la flambée des prix, etc., comme il le disait, a déjà commencé en France. Aux États-Unis, le pétrole, le prix du carburant à la pompe a augmenté, etc. Et Joe Biden a fait sa déclaration que ça va continuer d'augmenter. Donc, dans des situations comme ça, ces pays, les ressources qu'ils donnaient à l'Afrique pour aider l'Afrique, ils ne pourront plus donner ces ressources. Donc, on a cet effet direct et des pays qui importent directement de la Russie comme de l'Ukraine, et les effets indirects au travers des pays avec on fait commerce, par exemple. Oui, alors vous entrez de... Oui, je vous laisse réagir d'abord avant de revenir. Oui, je voudrais juste réagir sur ce qu'il vient de dire. Il a parlé de l'aide directe que les pays européens apportent à l'Afrique en temps normal, du moins en temps de non-crise. Et je dirais même qu'au-delà de ça, il y a aussi une partie d'aide humanitaire qui est accordée aux pays africains, même en temps de situation normale, en fait. Donc, si on a la crise aujourd'hui, comme il a dit, je pense que la plupart de ces ressources vont être détournées pour aider soit les Ukrainiens, etc., à faire face au contre-coup des Russes et tout. Donc, ces ressources qui, normalement, devaient revenir en Afrique, suivant certaines conventions, vont être plus ou moins détournés là-bas, et ça peut constituer aussi des sources de tension en Afrique. Donc je pense que en toute politique, dans tout ce que nous décidons, surtout à propos des leaders, on doit tenir compte de tous ces paramètres-là et agir en fonction. Alors, agir en fonction, oui. Est-ce à dire aujourd'hui, est-ce que cette crise qui met quand même le doigt sur une réalité des pays africains en termes de réserve, oui, tout ça pour affronter, oui, ces crises. Oui. On sait que la crise à coronavirus a obligé les pays à faire beaucoup d'efforts, et dans cet élan, une nouvelle crise vient s'ajouter encore. Oui. Est-ce que cela ne va pas ouvrir les yeux ou bien forcer un peu la main à nos dirigeants pour diversifier les partenariats? Mais je pense que ça, vous mettez le doigt sur la situation, sur la question. Comme le docteur Maté a dit, il y avait eu déjà une certaine prémonition dont on n'a pas tenu compte. En 1973, il y a eu la crise du pétrole.
On n'en a pas tenu compte et ça ne nous a pas servi de leçon pour pouvoir quand même se préparer à de nouvelles crises. En 2008 aussi, il y a eu aussi une crise financière et tout. On a l'impression que les pays africains agissent un peu par à-coup. Ils ne se préparent pas à ce qui va arriver. Non, ils ne cherchent pas à anticiper. Et ça, c'est ça qui est difficile en fait. Donc, tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est on ne veut pas vraiment souhaiter le pire, mais si ça doit vraiment être vraiment difficile pour les Européens, je pense que ce sera encore peut-être 2 ou 3 fois plus difficile pour les Africains. Vous partagez ce point de vue? Oui, je partage ce point de vue et je suis même plus pessimiste que lui, dans le sens que, comme on l'a dit, on a été prévenu à plusieurs reprises, mais on n'a pas pris de décision. Par exemple, la dernière fois, moi, j'avais fait un post sur ma page Facebook où je disais que parce que j'ai participé à la rédaction du PND 3, le Programme national de développement de la Côte d'Ivoire, et j'avais échangé avec nos amis du ministère du Plan, et je disais que toutes les prévisions sont à revoir, tout le plan à revoir, parce que quand je regarde le coût du pétrole qui monte, le cadrage économique, tout est à revoir. On doit repartir de zéro, et tout est faussé là. Donc, et ça risque d'aller très vite, et il faut des dirigeants non seulement qui sont conscients de ça, mais aussi qui ont autour d'eux les hommes qu'il faut, avec la politique qu'il faut, et qu'on dépolitise l'économie et le développement en Afrique. Si l'autre, il n'est même pas de la même obédience que moi, mais il a la capacité de pouvoir apporter une solution, on va avec lui. Donc c'est pour ça que je parle de changement structurel profond. C'est l'occasion pour les Africains, les leaders africains, de faire ce changement profond pour positionner l'Afrique sur les rails du développement. On a raté l'occasion de la Covid. Quand la Covid est arrivée, il y a eu plein de chercheurs africains qui avaient découvert et proposé des traitements, par exemple. Mais nos leaders africains ont tué dans l'œuf tous ces traitements africains pour se positionner sur l'achat de vaccins, etc., et de traitements occidentaux. Et ça a été une erreur fatale. Et maintenant, on se trouve devant une autre crise, et je ne suis pas très sûr. C'est pour la déclaration du président Macron à Versailles, c'est un peu pour dire, c'est un message aux leaders africains pour dire, les gars, on ne pourra plus vous donner de l'argent. Alors, crise financière, on peut le dire, mais aussi au cœur de cette crise au niveau de l'Ukraine, il y a la crise de l'énergie. On voit déjà un peu comment les États-Unis se préparent, on voit un peu les débats qui se font au niveau de l'Union européenne, mais concrètement au niveau de l'Afrique, on a des pays qui sont exportateurs, producteurs de pétrole. On pensait qu'ils pourraient tenir, mais l'un des premiers pays à subir cette crise, c'est bien le Nigeria, quand même grand pays producteur de pétrole. Mais on voit qu'il y a une crise qui se dessine déjà, des délestages. Comment expliquer ça? Non, mais en fait, le problème revient encore à ce fait de l'anticipation et de la préparation. Le grand problème des pays africains, c'est qu'ils n'ont jamais mis en avant la politique de l'énergie. Et dans l'anticipation. Par exemple, un pays comme le Nigeria, il y a eu 3 erreurs qui ont été commises par la majorité des pays africains qui sont producteurs de pétrole. La première des erreurs, c'est qu'ils ont mal négocié les contrats. Parce que la plupart de ces contrats étaient négociés à des moments où souvent c'était des régimes à parti unique, dictatoriaux, etc., qui, du moment qu'il y avait une promesse individuelle à un leader, c'est fini, il signait les contrats. On a vu des contrats d'exploitation où ils revenaient au pays 5%. C'est inimaginable qu'on vienne exploiter sur vos sols quelque chose et on ne vous remet que 5%, les gars, part avec 80%. On a vu des dirigeants africains signer ces contrats. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est qu'ils n'ont pas pensé au système de mettre en place des raffineries. Les pays qui l'ont fait, mais modestement. Par exemple, la Côte d'Ivoire avec l'acier, mais la capacité est limitée. Le Nigeria, pareil. Et cela a été, on a accusé le Nigeria de tout cela. Après, il y a Dangote qui avait voulu construire une raffinerie, les coûts, etc. C'est toujours en cours. Donc, ce sont des investissements lourds. Donc, ils n'ont pas pensé à leur système d'énergie. Et troisièmement, ce qu'ils ont fait également pour certains de ces pays, c'est que non seulement ils ont confié leur politique énergétique à des étrangers,
Donc on voit dans plusieurs pays africains, c'est des compagnies étrangères que je ne vais pas citer qui gèrent l'énergie du pays. Ça, c'est impensable parce que l'énergie, c'est la stratégie. Vous ne pouvez pas confier l'énergie du pays à une compagnie étrangère. Ce n'est pas possible. Les États-Unis ne vont jamais le faire. Et ensuite, il n'y a pas eu véritablement toute cette culture de développement des énergies alternatives. Donc vous voyez par exemple l'énergie solaire, etc. D'autres pays en ont fait la promotion. La dernière fois, je lisais, pour terminer, un document où c'était en Suède, l'État faisait la promotion des bâtiments autosuffisants en énergie, où tout le bâtiment, les vitres étaient, etc., étaient des plaques solaires. Oui, alors ça c'est une question phare au niveau des secteurs stratégiques que les pays en griffe autonome devraient s'approprier. L'énergie, vous partagez ce point de vue. Est-ce que nos pays ont la capacité financière pour y arriver? En termes de capacité financière, je ne crois pas, mais en termes de gouvernance, en termes de politique structurelle, je pense qu'on le peut, parce que toute cette question de développement, il faut savoir la prioriser, il faut savoir où se trouve la priorité et qu'est-ce que nous cherchons. Si on sait que l'énergie, il y a certains secteurs qui sont effectivement clés, l'énergie, l'éducation et tout, moi je pense que si on fait de ça une priorité, on va rechercher, on va louer les ressources en fonction de ça. Et non faire les choses au coup par coup, à la petite semaine, parce que là, quand c'est comme ça, ça ne marche pas. Tout à l'heure, il a évoqué quelque chose. Lorsqu'on doit donner des contrats à des gens, il faut payer des pots de vin, de sorte que certaines compagnies nationales sont aux mains des étrangers. Et ça ne se fait pas, en fait. C'est pourquoi moi, je dis que le véritable problème de l'Afrique, c'est un problème de gouvernance, un problème de corruption. Sinon, je pense qu'il y a certains pays, peut-être même, qui sont moins nantis que l'Afrique, mais parce qu'ils ont fait de certains secteurs clés leur priorité, ils arrivent à s'en sortir. Donc, je pense que l'Afrique doit prendre exemple sur ces genres de pays et fixer des priorités. Qu'est-ce que nous voulons et qu'est-ce qui peut nous permettre d'arriver à là où nous allons. Et donc, c'est en fonction de ça qu'il faut fixer les priorités et puis allouer les ressources nécessaires. Parce que je me dis que même dans les finances publiques, il y a des dépenses quand on veut, on peut faire ces dépenses, on n'est pas obligé de dépenser pour dépenser. Ou bien faire des dépenses somptuaires parce que ça plaît à tel autre pays, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, il faut agir en fonction des priorités nationales, en fonction du bien-être de ceux qui habitent ce pays, en fonction du bien-être des citoyens. Donc c'est comme ça que moi je vois la chose. Alors vous parlez en fonction du bien-être des populations. Là nous sommes dans une situation de crise, en griffe, on peut le dire. Est-ce que vous pensez que nos États, parce qu'on entend beaucoup parler de plafonnement des prix, est-ce qu'il faut que l'État débourse encore pour subventionner, pour permettre à nos populations de maintenir une certaine stabilité? Certainement, puisque j'ai lu quelque chose juste même avant de venir ici, disant que le ministre a fait sortir une liste de produits dont on a plafonné le prix et tout, et que par hasard, si on voit que les prix ont changé, il faut qu'on appelle un certain numéro vert. J'ai dit, mais ça ne se fait pas, parce que ça, c'est une politique à la petite semaine. Le boutiquier du quartier, peut-être, qui vend l'huile, au lieu de 1000 francs, il le vend à 1200. Pour ça, je vais appeler le ministère du Commerce pour lui dire, parce que l'huile est temps. Bon, moi, je pense que on doit mettre en place une stratégie globale qui va permettre à tout le monde de se conformer aux décisions qui seront prises par l'État, en fait. Est-ce que c'est pas ce qui commence par là? Demander déjà aux citoyens de participer, quand même, informer mais ce genre de moi je suis pas d'accord avec ça, c'est de la foutaise. Mais le problème c'est que ça ne sera jamais respecté. Pas forcément. Parce que... Si, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise, c'est vrai. Regardez, c'est-à-dire que vous imaginez le peu de ressources qu'on a, on prend ça, on va engager 100 jeunes dames qui vont répondre au téléphone, les gens vont appeler. Le gars même qui appelle, il n'a plus de sous là. Ses sous sont finis. Parce que l'huile qu'il achetait à 1200 maintenant à 2600, ses sous sont finis. Vous lui demandez de prendre son téléphone pour acheter et d'acheter des crédits pour aller dire. Et le gars, il va faire quoi? C'est des solutions de petitesse. C'est de la foutaise. Excusez-moi de parler aussi bas. Mais dans des situations comme ça, ce qui se fait dans un État qui se respecte, c'est que on a une situation d'envolée de prix, on cherche les causes. Parce que quand vous plafonnez les prix, qu'est-ce qui se passe économiquement? Il y a deux solutions qui se passent économiquement. La première solution, c'est le marché noir.
Donc, les commerçants vont créer un marché parallèle. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réduire le stock officiel. Quand il a 100 paquets d'huile, il va vous dire qu'il n'en a que 10. Et les 10, il va cacher les 90 autres, il va vendre ça sur le marché noir. Et c'est ce qui va se passer. Et vous ne pourrez rien faire. Mais par contre, si le gouvernement s'assoit pour réfléchir, pour dire qu'est-ce qui cause cette levée de prix, à quel niveau nous pouvons intervenir, comment est-ce que nous plaçons des filets sociaux pour aider les gens. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Quand il y a eu la crise Covid, flambée des prix, l'État américain a mis en place un dispositif pour dire que ceux qui ont perdu leur emploi reçoivent tant sur tel nombre de mois, vous recevez tel montant chaque mois, etc. Si vous avez une famille de plus de temps, vous recevez tel montant et vous le dépensez comme vous voulez. Et ça fait le circuit, ça revient à l'État. Et c'est comme ça que un État sérieux se comporte. Mais pas des solutions, comme il le dit, moi je dirais même pas à la semaine, je dirais à la seconde. Alors, mais ça, ce sont des décisions, peut-être ça dépend des capacités financières de nos États pour subventionner de tels programmes. C'est vrai, moi je suis d'accord avec vous aussi, mais si en procédant de cette façon, ça n'aura pas l'impact souhaité en fait. C'est ça le problème. Et c'est justement l'effet inverse que nous allons voir, parce que les commerçants qui vont faire de la rétention ne vont pas dire que c'est parce que l'État n'a pas suffisamment d'argent qu'on procède comme ça. Eux, c'est l'intérêt économique, c'est la loi de l'offre et de la demande. Moi, si je peux vendre plus, je le ferai en fonction de mes capacités en fait. Donc, c'est le danger qu'il faut craindre en fait. Alors, une question que cette crise vient faire ressortir avec la crise à Covid, on a vu que les pays africains ne pouvaient pas, quand les frontières étaient fermées, ces pays peinaient à recevoir certaines denrées, certains produits. Oui. Tout le monde s'est dit qu'il fallait que l'Afrique se mette à produire elle-même les produits dont elle a besoin. Ne plus produire que des produits des matières premières. Il faut des produits finis. Absolument. Est-ce que cette crise vient révéler encore ce déficit dire aux populations africaines ou aux dirigeants africains, il est temps de transformer sur place pour s'autosuffire? Depuis même les années 60, la sonnette d'alarme a été tirée déjà. Je me rappelle que lorsque je me suis inscrit en sociologie, Renaud Dumont déjà, paix à son âme certainement, il a écrit en 62 « L'Afrique noire est mal partie ». Et ce sont ces choses-là que l'agroéconomiste ou bien l'agro-sociologue a fait ressortir. Malheureusement, il y a un parlementaire sénégalais qui lui a dit « L'Afrique noire est mal partie », mais elle est partie quand même. Mais où? Oui, c'est ça le problème. En fait, on a tellement vu l'aspect économique, l'aspect financier que on a commencé à mettre en place les cultures de rente au détriment des cultures de subsistance. Aujourd'hui, dans certaines campagnes, même pour avoir simplement un lopin de terre pour cultiver des ignames, il n'y en a pas. Soit si c'était le cacao avant, parce que ça commence à se sécher, le café, aujourd'hui c'est l'EVA, le palmier à huile et tout. Donc on a l'impression qu'on n'arrive même pas à manger à notre propre faim. Vous voyez, tout à l'heure, il a parlé de l'expérimentation qui a été faite de la farine de manioc. Pourquoi ne pas exploiter ça à grande échelle et cultiver du manioc partout? Je me rappelle qu'à un moment donné, il y avait même manque d'attiéké en Côte d'Ivoire où on produit l'attiéké, qui devait être une marque déposée ivoirienne. L'attiéké se produit en Chine aujourd'hui. Vous voyez, c'est des choses, on a l'impression que ça n'a pas d'impact, mais en fait, ça agit sur le quotidien des gens. Quelqu'un qui n'arrive pas à manger, comment voulez-vous que la personne pense à autre chose? Donc, c'est tout ça, c'est toute une chaîne en fait. Donc, pour résoudre le problème, je pense que comme Dr Maté l'a dit, il faut aller aux sources. Qu'est-ce qui peut provoquer cette flambée des prix? Qu'est-ce que nous avons comme ressources et qu'est-ce que nous pouvons faire pour le contrecarrer, du moins minimiser ses effets? Du moins minimiser ses effets, ça sera peut-être votre mot de fin. Comment minimiser concrètement ces effets en 3 mots? Moi, minimiser ces effets, 3 mots. Premièrement, c'est attaquer le problème de manière structurelle, comme je l'ai dit, et non du chlorochlore pour penser la plaie, mais aller en profondeur, donc réfléchir sur les causes, transformation structurelle. C'est premièrement la promotion de l'entrepreneuriat et l'État doit encourager les locaux, les Ivoiriens ou les Africains dans leur pays à pouvoir
s'engager dans l'entrepreneuriat sur de ces choses. Et par exemple, passer à grande échelle pour la farine de manioc, etc. Si l'État met en place, par exemple, des incentives, des motivations, etc., les gens vont s'y lancer, que ce soit fiscal, que ce soit en termes d'investissement, etc. Et ensuite, ce qu'il faut aussi, il faut que nos États, nos leaders arrêtent de politiser le développement et qu'il y ait ce concept dont nous on a travaillé, le concept de la compétence aveugle, c'est-à-dire que le choix des hommes pour gérer nos décisions politiques ou parfois dans secteur très technique n'est pas de coloration politique, mais seulement la compétence, qu'il est de mon bord ou pas. Et je dirais même que la denrée aussi qu'il faut développer, c'est le riz. Après la tchéké, peut-être que c'est le riz qui est le produit le plus consommé en Côte d'Ivoire. Ouais, c'est étonnant que la Côte d'Ivoire continue d'importer du riz, alors que aujourd'hui on parle de la, comment on appelle ça, l'énergie, la crise de l'énergie. Et comme ces denrées sont exportées à partir de la Thaïlande, vous voyez qu'à un moment donné, le prix du riz aussi va augmenter puisque c'est le même carburant qu'on met dans les bateaux et tout. Donc, c'est des choses à encourager. Des choses à encourager, beaucoup de choses à faire comme on peut le retenir. Merci encore, Dr Kwame Oussou. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur. Merci à vous, Dr Stamel Maté, économiste, pour vos éclairages. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris. Aujourd'hui, l'Afrique, face à tous ces défis, doit vraiment miser sur la transformation structurelle et surtout l'encouragement et le développement de l'entrepreneuriat local pour permettre à son économie d'être forte pour répondre justement à de tels défis internationaux. C'est ici que se referme cette page d'Éco-Débat, agréable suite au programme sur nos antennes.